Dès le début de 2026, on va compléter déjà une première année sur la plateforme leschums.com et au podcast Jean-Charles en liberté. Et en mode estival, l'été passé, je vous ai reçu à la montagne alors que je recevais également des personnalités que vous connaissez et que vous aimez dans des entrevues à cœur ouvert et à durée illimitée. Pour la première fois de sa grande carrière, il accordait une entrevue en mode podcast. On se rappelle aujourd'hui Éric Lapointe. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, santé, bonheur, prospérité. Bonne écoute. Joe Lasselle, le gars de la sécurité, le lendemain, il est genre 11 h le matin, le samedi, le show et le soir. Il arrive à l'aréna. Park Broadside, rentre dans l'aréna, court après nous autres. Les boys, il faut que vous alliez au Jean Coutu, absolument. Jean Coutu vendait nos billets. J'ai dit, quoi? Ben, il dit, il n'y a plus de billets. Je dis, c'est plus de billets. Arrête, on en avait 250 hier. Non, 1000, pas de danger. Non, Chris, il n'y a plus de billets. Hey, câlisse. Là, j'ai pas ce temps-là. J'embarque avec Joe. Joe, j'amène-moi au Jean Coutu. Débarque au Jean Coutu. Je rentre dans le Jean Coutu. Il est étonnamment très occupé, le Jean Coutu. Tu sais, genre, tu rentres dans Jean Coutu, mais noir de monde. Qu'est-ce que c'est ça? Viens. Chris, la caissière n'est pas rentrée, tout le monde attend de payer les serviettes sanitaires. Qu'est-ce qui se passe? Puis les billets étaient vendus au comptoir photo, puis c'était là qu'il y avait une masse de monde. Puis là, je m'approche, j'essaie, puis là, je vois la gérante, elle sort du comptoir, elle dit, viens avec moi. Elle dit, ça me prend des billets, il n'y a plus de billets, c'est tout du monde qui veulent des billets. Je dis, non, arrête, t'as 1000 billets. Elle dit, non, je n'ai plus de billets. J'ai dit, je veux voir l'argent. Elle dit, j'ai pas ce temps-là. Je dis, non, je veux voir l'argent. Je sais que tu as des billets en bas, là. Tu as oublié 500 billets en bas, c'est sûr. Elle descend en bas, elle ouvre le safe, il y a 15 000 elle n'a plus de billets. Moi, je les mets l'autre chez nous. On ne pensait jamais avoir besoin de ça, J'ai dit, grouille pas, 10 minutes, je reviens, je reste dans le vieux Noranda, je ressors dehors, je dis à Joe, ah ouais, chez nous, il faut que j'aille chercher 1000 billets, il n'y en a plus. Va chercher 1000 billets à la maison, ramène ça. Il y a 1h30 de l'après-midi, ils ont 1000 billets. On est correct, esti. On a la paix. On retourne. Puis là, m'arrive, esti. Te rappelles-tu, il avait son bandeau avec des lumières de Noël? Fait cœur, ce bandeau-là, esti. Christ, c'était hot. Là, esti, il commence à jaser avec sa guette. Puis ça va bien, esti. Il est 5 heures de l'après-midi à peu près. La selle reçoit. Il dit, il faut retourner au Jean Coutu. Il dit, quoi? Il n'y a plus de billets. Je pars à rire. Hey, c'est sans génie, arrête de. Je suis sûr qu'il me niaise. Il me niaisait tout le temps. Il dit, non, c'est bien sérieux. Il n'y a plus de billets. Calice, là, tabarnak. 1000 personnes sont allées physiquement payer 15$ aux Jean Coutu pour acheter un billet un samedi après-midi entre 1h et 5h. Embarque dans le char, amène-moi au Jean Coutu. T'arrives au Jean Coutu, c'est encore noir de monde, asti. La gérante, elle dit, j'ai plus de billets. J'ai dit, tabarnak, ça va bien, asti, moi non plus, mais je veux voir l'argent. Elle dit, t'es fatiguant, descends en bas. Faites l'argent là. Je dis, mais j'ai bon, asti, voyage, par exemple. Et je dis, là, j'en ai plus. Fait que tu vas dire au monde qu'il reste juste des billets à la porte. C'était 15$ en pré-vente, 20$ à la porte. Et tu vas dire au monde qu'il reste juste des billets à la porte à 20$. Il n'y a plus de billets. Elle dit, imprime-en, tabarnak, il est 5h20 le samedi, le show est à 8h. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Je dis, mets ça dans le safe, ferme ça bien comme il faut. Dis au monde qu'il n'y a plus de billets, il n'en porte à 20$. Le temps de revenir à l'aréna, il y a un hostie de line-up. Mais un line-up là, d'à peu près 400 pieds de long. Et là, nous autres, là, c'est vraiment Wayne's World. Je te le dis, là, on se regarde, Chris, qu'est-ce que c'est ça? On joue dans quelle crise de film? T'sais? Et là, Plume, asti, là, je reviens à l'aréna, Plume jase encore avec sa guitare. J'ai tabarnak, il jase en asti. Il a jasé jusqu'à 7h20. Et là, Gilles Laperrière, le frère du grand défenseur Jacques Laperrière, asti, qui était le gérant des arénas, il débarque. Sinon, si le show commence à 8h, ils n'ont pas ouvert les portes, il est 7h20, blablabla. C'est le chaos le plus complet, asti. Ouvre les portes, quasiment 1 sur 2 qui rentrait n'avait pas de billet, asti. Payait 20$, payait 20$, payait 20$. Moi, j'ai pas de taker, là. Je ne sais pas combien de personnes rentrent, calice, là. Tu comprends? J'ai aucune idée. Puis un moment donné, il n'y a plus de place. Je me rappellerai, le dernier qui est rentré, là, lui, si je ne le faisais pas rentrer, toute ma veillée était gâchée, puis je partais de là plus dedans dans la gueule.
c'est sûr. C'était un scientifique, et un vrai, tu sais, avec 2 excellentes raisons qui l'accompagnaient à son bras. Fait que moi, j'écoute mes 2 astis de chinoles de taureau, puis je dis, il n'a plus de place, gros. Je ne sais pas quoi te dire, là. C'est parce que, asti, ça marche pas. Il dit, combien? Non, il n'a plus. Combien, tabarnak? Puisque tu insistes, 100 la tête. Mais je te garantis, t'es dos stage, t'as la face dans les windows du but opposé, puis tu vas te pisser dessus toute la veillée. Ben, câlisse. Parfait. Fouille-moi comment il a fait. Il a fini dans la première rangée en avant. Il est comme rentré, tout le monde s'est tassé. Ça devait être le parrain de Rouen. Moi, tu sais, câlisse. Mais il m'a donné 200 pièces, Puis moi, j'ai ça d'un bas, le câlisse, là. Et là, j'arrive en arrière, avant que le show commence, puis là, je crisse tout ça sur un road case, puis ça, c'est la porte. Fait qu'il y avait genre 8500 quelques piastres de porte, plus 30 000, puis on splittait la bière avec la madame de l'Arena. On doit avoir vendu 300 caisses. On a fait 12 000 de bière. Recette totale du show. Je ne peux pas être plus transparent que ça avec toi. Là. Puis tu vas voir où je m'en vais avec le punch. Là, parce que le punch est moins drôle. Non, ben, j'ai promené sur ton domaine, j'ai vu ce que ça a donné. Là. Ah, c'est... Non, c'est pas ça que je reste à loyer longtemps. Fait que là... ouais, t'es pas bien à plaindre. La prod coûte à peu près 15 000. Je te le dis, il reste 28 500 de profit. Puis le lendemain du show, le dimanche, là, tout ça s'est aligné sur une table de salon de même dans un esti de bachelor du vieux Noranda. Il y a moi, il y a Yves, il y a Rick Turcotte qui était notre autre partner, puis il y a Joe Lasselle, notre chef de la sécurité, qui veille ses bundles. Puis là, on regarde ça, puis on est brûlé tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, c'ti? Et là, il me vient une autre de mes astis d'idées de Saint-Génie. Je dis, on va jouer au football. Là, les gars disent, qu'est-ce qu'on va jouer au football? Je dis, on va jouer au football, il faut se détendre, asti. On n'a pas de ballon, puis on a un ballon en tabarnak. Je pogne un asti de sac, ça devait être un sac de Jean Coutu, il méritait bien ça. Chris, toutes les bundles là-dedans, tape ça comme un ballon de football, puis on s'en va en avant de Jean Coutu, c'est à Gamble à Rouen, puis on swing, asti, 28 500 piastres d'un bord à l'autre de la rue. C'est un ballon de football. Puis après ça, on s'en va manger autour, puis on crisse le ballon sur la table avec nous autres. On passait un asti de belle veillée. Puis là, ça a été la pire affaire qui n'a pas pu m'arriver dans la vie. Pour vrai, là, ça a été la plus belle veillée de ma vie, mais la pire affaire qui n'a pas pu m'arriver parce que là, j'étais vraiment Jean-Claude L'Espérance, tu comprends? Fait partie en tabarnak, moi, là. La vraie vie, c'est pas ça, le calice, là. On a reproduit Toi avec Plume 2 fois en novembre, dans des conditions atroces, dont à Saint-Hyacinthe, dans le milieu d'un champ, dans le Christ, le 10 novembre, de faire moins 1000. Plume jouait avec des mitaines, calice. Comment tu joues de la guitare avec des mitaines? C'était épouvantable. Le 28 500 s'est envolé en 2 productions, mais littéralement, il n'avait plus. Bien, premièrement, on a déménagé. On s'en va à Montréal, c'est là que ça se passe. Loue un truck, on déménage. Achète un char, paye les cash. Mon cousin revenait pas. Il dit, calice, ça roule en esti. Ça roule en tabarnak. On est parti. On est parti. 3 mois après, il n'avait plus. Bref, fin de l'anecdote. Mais pourquoi je te dis ça, Steve? C'est la première rencontre. Je me rappelle de ça. On va s'en souvenir de la même affaire. Là. Non, toi, tu te souviens de Val-d'Or. C'est pas pareil, Val-d'Or. Moi, je te parle de Rouen. La première rencontre à Rouen, vraiment. Là, non, on y viendra ou pas, là, mais on y viendra. Pas obligé. Pas obligé, mais peut-être qu'on peut y venir aussi. Chris Val-d'Or. Oh là 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 là. Calice. Il doit rester encore un peu de ma sueur dans le style bain remous, là, d'après moi. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais là, Plume vient me voir parce qu'il regarde ton soundcheck. Là, il vient me voir et il dit, ouais, et je pense que va faire la première partie. C'est Chris bénédiction. J'aurais jamais demandé à Plume de faire la première partie. Il est en duo, Chris, avec Cholet. C'est le fun, là, Carlis, là, mais tu peux pas. Si toi, tu joues avant, là, c'est l'émeute après. Là, tout le respect au monde à Plume, mais
Tu peux pas un full band de même, un show de même, tu t'en vas en duo à la guitare après, Avec des tunes. avec Chansons Ouais. nouvelles, Chansons nouvelles, oui. qui est un asti de bon album. Ça a pris 20 ans de trouver bon cet album-là, par exemple. J'ai eu bien de la misère au début à l'aimer. Carlis, c'était du tough love en joie le vert. Là. Fait que Plume ouvre, puis le monde, le monde est dedans, tranquillement. Ils attendent. Puis un moment donné, il aime ça, Chris. Il se trouve bien, il aime ça. Il sort de scène et il dit « Va leur en donner une. » Puis là, il remonte. Puis il fait juste dire « Vous allez chanter ma gang de ciboires. » Le monde, il n'a pas chanté une note. Tout le monde l'a chanté. Du début à la fin, ils l'ont chanté avec toi après. Écoute, je te dis, c'est une des plus belles veillées de ma vie. Puis j'étais content parce que ben, tu jouais avec Plume. Puis tu sais, à la décharge de Yves-François, là, le 4200, ça date du mois de mars. C'est pas parti encore. Là. On le sait qu'il se passe de quoi, là, tu sais, mais moi, je l'aime, cet album-là. Je l'ai écouté, j'étais à la radio, fait que j'ai accès à l'album. J'écoute l'album, j'ai des hosties de hits là-dessus. Chris, ça peut pas marcher, cet album-là. On a pris un gamble quelque part, là, tu sais. Fait que, mais Chris, entre le moment où on règle le show, puis quand t'arrives à la fin août, là, n'importe quoi est sorti, poussé par le vent, ça a été extraordinaire. Quelle présentation, n'importe quoi sort après. Je pense que quand t'as joué à Rouen, t'es rendu à 160 quelques mille albums vendus. C'est fou, là, tu sais, c'est... Mais toi, t'as fait des gigs cet été-là, des gigs comment? Tu sais, puis c'est pas... André-Philippe Gagnon, il est arrivé à la même affaire. Là, il a fait Johnny Carson. Il se vendait 1500 le matin de Carson, 15 000 le lendemain. Tu comprends? Mais Chris, il a honoré tous ses gigs à 1500. Il a fait de la charrette de foin dans les expos agricoles tout l'été à 1500 $. Il avait fait Johnny Carson. Puis il répétait pour la production en salle, la première grande prod qui a vendu 500 000 billets, 400 000. Fait que... Mais c'était fabuleux. Une soirée... Le lendemain, là, la couche de marbre qu'il y avait sa dalle de béton à l'aréna, là, tu rentrais là, mon gars, c'est comme si tu te droppais dans une fosse septique, pas de masque à gaz. C'était hallucinant. Ça a été l'événement pour... Et les gens, là-bas, m'en parlent encore. Ça a été extraordinaire. T'étais frais, tu sais. Tabarnak, frais comme une rose. La rose de Soweto, débarque. Content, c'est Chris. C'était toute une game, pas vrai. Mais c'est tout un. C'était une époque où. Une époque. Oui, j'aime pas le mot époque, mais les débuts, pour moi, c'était tellement. J'étais tellement emporté dans quelque chose d'étourdissant, d'exaltant, j'étais déboussolé aussi, mais. Je vivais tellement en high, là, tu sais, puisque personne ne peut s'attendre à ça. Si tu t'y attends pas. Puis ça, à l'époque, on n'avait pas, on ne pouvait pas savoir combien il y avait d'albums vendus. Tu sais, je savais que je tournais en radio, je savais que, tu sais, qu'il y avait un clip qui tournait à Musique Plus, tout ça, mais on n'avait pas des comptes rendus. Tu sais, tu parles des cachets, là, T'es arrivé au Francophonie, j'avais vendu le show avant la sortie de l'album. Tu sais, je pense qu'on avait vendu le show 600 $. Puis j'ai tourné le coin du Moniteur, puis il y avait 30 000 personnes. Et là, je sais pas l'impact là. Physiquement, je me sens beaucoup mieux, là. Là, je me dis, je sais pas l'impact que... Et là, je me suis mis... Là, c'est la première fois que j'entendais une foule chanter mes tunes, mais là, je me rends compte qu'ils chantent toutes les tunes. Donc, là, d'après moi, j'ai vendu une coupe de records, parce que là... Et là, c'était parti. C'était parti, on comprenait pas, c'était tout nouveau, on était fous comme des balais, on était une gang de jeunes, début vingtaine, des jeunes loups. Puis là, on est parti en fou, en tournée pendant... ça fait 30 ans que ça dure. Te rappelles-tu la première fois que tu as entendu une de tes tunes à la radio? La première fois que j'ai entendu, je me souviens pas la première fois, mais je me souviens d'une Saint-Jean-Baptiste qu'on avait... On avait joué, je pense que c'est le 23, on avait joué à Matane. Quand je te dis... Je te mets un peu en disant que les Francophonies, c'est la première fois que j'entendais une foule, mais à Matane, on a vu, en faisant ta première, on a vu que la foule avait entonné la tune.
Puis le lendemain, on venait dans le char, puis là, il y avait à radio, le monde avait voté pour la chanson de la Saint-Jean-Baptiste. Puis c'était Terre promise, écoute. Ah. Et là, nous autres, on klaxonnait dans le char en s'en venant. Puis on n'avait pas encore conscience que ça allait vraiment marcher. Là. On avait juste une toune, puis en plus, le monde l'avait choisi comme la toune pour la Saint-Jean, tu sais. La plus demandée, donc. C'était le début de tout ça, tu sais, c'est comme... Je m'en souviens avec... Pas de la nostalgie, mais comme tellement des souvenirs intenses. C'était vraiment... j'étais emporté dans quelque chose. Je savais pas où ça allait m'amener, mais là, je le vivais à plein. Tout était nouveau, les gros shows, tout est nouveau pour moi, là, premièrement, d'avoir un gros band de même, d'avoir autant de techniciens, d'avoir de l'éclairage comme ça, d'avoir des moyens pour faire des shows, d'avoir une foule. C'est la première fois que j'ai échangé avec une foule qui me donnait l'habitude. J'étais habitué de me battre pour aller chercher. Là, avec du Elvis, là, il t'en donne avec tes tunes. il y avait une communion. On faisait un show ensemble. Je chantais pas pour le monde, je chantais avec le monde. C'était... Écoute, c'est une époque qui m'a évidemment marqué parce que c'était tellement... Tu croises les doigts, puis ça dure, puis ça doit être éternel, tu sais. Ça marche bien, date. Terre promise, dans quel contexte t'écris ça? T'as quel âge? T'es où? Ben, écoute, je vais commencer à écrire Terre promise vers l'âge de 16 ans, quand j'étais dans l'Ouest canadien. Mais tu sais, un premier album, t'as toute ta vie pour l'écrire, tu sais. Puis dans le contexte où tu penses pas, tu n'as pas de projet d'album à court terme, ben, tu traînes plein de petits bouts de tunes, puis de temps en temps, tu y reviens, puis tu sais, c'est des work in progress, tu sais, la tune, elle prend différentes formes, ça y a pris, tu sais, Terre promise, elle a peut-être évolué pendant 7-8 ans avant de devenir Terre promise. Les premières ébauches, je devais être à l'âge de 16 ans, puis elle a continué à grandir. Mais quand je l'ai écrit, c'était vraiment mes rêves d'adolescent, mes rêves de bohème, parce que, tu sais, j'ai commencé ça peut-être à Vancouver, après ça, je suis parti pour l'Europe, tout ça, mais j'étais citoyen du monde à l'époque, tu sais. Je rêvais de la vie de bohème, tu sais, mais... C'est un peu ça qui est sorti. J'ai peut-être écrit la vie que j'avais envie de mener à cette époque-là. Ça a donné un clip extraordinaire. Et puis, on a fait ce clip-là avec des moyens, des moyens. Je pense qu'on est monté à Memphis avec 12 000 $, toute l'équipe de tournage d'une petite vanne. Puis on s'empilait à 4 par chambre dans les motels en descendant. Puis on a fait ça, mais ça a donné le clip que ça prenait à cette époque-là. Ça a donné le résultat des cœurs. Ben, tu sais, j'étais pas là. J'entends le meeting, j'entends la rencontre où vous prenez la décision qu'il faut le faire comme ça, le clip. C'est ça que ça prenait. Tu pouvais pas faire... tu pouvais pas tourner le coin rond avec celle-là. C'était trop gros, c'était trop beau, puis c'était trop parfait. Puis Musique Plus, c'était tellement fort à l'époque, comme les radios d'ailleurs. On savait pas que Musique Plus allait nous donner cet accueil-là non plus, mais pas faire autrement. c'est sûr que le clip était l'outil de promotion par excellence à l'époque. Tout le monde était branché sur Musique Plus. Évidemment, la tune, c'était le voyage, puis il y avait un son américain, puis on se souvient qu'en 94, le son radio québécois était, comment dire, mettons qu'il y avait souvent la même équipe qui travaillait ces gros albums québécois, puis il y avait beaucoup de bandes au niveau de la facture du son au Québec, c'était pas mal toujours la même facture qui était bien, tu sais, c'était pas trop rock, pas trop, tu sais. Donc, on arrivait avec un son un peu plus américain, donc c'était comme naturel d'essayer d'aller tourner ça aux States. Puis bon, ben, tu connais mon amour pour Elvis. Ça fait longtemps que je rêvais d'aller à Memphis. D'ailleurs, dans le clip, je passe en avant du Sun Studio. Je passe en avant du motel où Luther King s'est fait descendre. Ah oui, tout est là. Ouais, puis évidemment, on a tourné beaucoup en s'en allant. On cherchait des paysages, My Own Private Idaho, dans le fond. Là, on a tourné tout ce qu'on... Toute fois qu'on voit de quoi de beau, on arrêtait, puis on shootait.
Mais c'était comme je te dis, c'était avec les moyens du bord. Pour, puis Musique Plus m'ont donné un super coup de pouce au départ, là, tu sais, parce qu'ils m'ont donné une rotation qu'ils appelaient M+, à l'époque. C'est-à-dire que mon clip tournait 2 fois plus souvent que les autres, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est ça qui a fait que toutes les radios ont embarqué, tu sais, parce qu'il y avait certaines radios dont je tairais le nom qui étaient réticentes, là, beaucoup bien réticentes. Pourquoi? Ben, je te dis, ça a pris 1 mois. C'est quoi? Guy Brouillard disait que je faisais appeler mes chums. C'est jusqu'à temps qu'il se rende compte que je ne pouvais pas avoir autant de chums, là, tu sais. Fait qu'il croyait pas pantoute, là. Et puis on sait que dans ce temps-là, il y avait 2 gars qui décidaient au Québec ce qui passait et ce qui passait pas. Donc, Guy Brouillard. Mais je pense qu'il était obligé. Je pense que c'est vraiment Musique Plus qui a forcé la main, tu sais. Musique Plus a vraiment fait le gros de la job de la promotion de cette tune-là. Ben, du début de ma carrière, c'est là que j'ai fait ma première entrevue aussi. Ouais. Après. Ouais, mais c'est. C'est la première fois que ça t'a pas tenté, dans le fond. Ah, là j'étais traumatisé, pas vrai. Là, j'étais traumatisé, mais c'était toutes les premières fois, ça. C'était les premières entrevues, tu sais, ma première pochette. Ma première session de photo, le gars m'avait donné rendez-vous dans une taverne, il dit, me lève les bras dans les airs. Il me lève les bras dans les airs, il me mettait du push-push en dessous des bras. Je sais pas ce qu'il s'en allait avec ça, là. Puis, là, c'était la blonde d'Éric Goulet qui avait son premier programme à Tari, qui avait fait le visuel, le hard work là-dessus. C'est pas vrai? Éric Goulet, le leader de Possession 5. Ouais. Les chiens, mais exactement. Puis là, ben, tu sais, franchement, on n'avait pas vraiment de service à la maison de disque, là. C'était un répondeur, le gars restait au Vermont, tu sais, puis Yves-François, puis nous, on voulait que ça marche, puis, tu sais, on a fait de notre mieux, mais avec peu d'expertise, puis peu de moyens, tu sais. Ce contrat-là, l'album était... Ben, c'est la preuve que c'est pas la pochette qui fait un album. Exact. D'ailleurs, ça, c'est clair. D'ailleurs, Rajotte, au cimetière des CD, à l'époque, avait commencé sa critique comme ça. Ne vous fiez pas à la pochette, tu sais. OK, fait que toi, t'as pas passé à Chainsaw. Non, ouais, mais j'avais peur parce que moi, tu sais, j'écoutais Rajotte à Chaume depuis que j'étais tout jeune, tu sais, puis là, je respectais son opinion énormément. Là, c'est lui, il me tire en dessous du boss, je pense que j'abandonne, là, c'est carrément, là, tu sais, je veux dire. Fait qu'on était, on était une douzaine chez un de mes chums pour écouter le cimetière des CD, puis écouter, puis il a commencé avec ça. Ne vous fiez pas à la pochette. Enfin, le Québec a un rocker. Oh. C'est yes. On a, puis là, c'est ça. Une petite consécration, ça. Ah, on a fait un beau party ce soir-là. Ça doit. Ça doit.